L'algorithme source, chapitre 11. Le malheur des migrantes. La cité de Noruldrar le Fort avait été autrefois une ville remplie de vie et charriant le tumulte des voitures, des magasins, des chanteurs de rue et des badauds heureux de vivre. La cité de Noruldrar le Fort pointait autrefois ses tours immenses vers le ciel, et un soleil qui irradiait les grandes avenues, les parcs verdoyants, et faisait scintiller le fleuve autour duquel la cité s'était construite. Mais aujourd'hui, ce même soleil peinait à réchauffer les pierres et les rues meurtries. La cité n'était plus qu'un squelette décharné. Ses tours s'étaient effondrées. Des tiges métalliques sortaient des décombres, tordues et rouillées, comme des doigts malades suppliant le ciel d'abréger ses souffrances. Mais tout ça, Gabriel ne le verrait que plus tard. La nuit était encore prégnante. Elle avait repris conscience sur la banquette arrière d'un véhicule, les pieds et les mains liés, un chiffon en travers de la bouche et noué derrière sa tête, l'empêchant de parler. Elle ne se rappelait de rien, hormis qu'Irfan avait disparu. À travers les vitres sales, elle distinguait des ombres de plus en plus hautes et de plus en plus proches. Puis la lumière d'un checkpoint. Le véhicule le dépassa et s'arrêta. Des hommes la firent sortir du véhicule et la libérèrent de ses liens. À la lueur du bâtiment devant lequel elle se tenait, elle vit qu'elle était aux mains des pillards. Un homme, immense, s'extirpa du 4x4 qui l'avait conduite jusqu'ici. Elle n'avait pas réussi à distinguer le visage de ses ravisseurs dans la voiture. Mais quand Noruldrar le Fort déploya sa masse musculeuse, elle sentit tout son être se liquéfier. Cet homme-là était le mal incarné. Il s'approcha d'elle et prit son menton pour la détailler, comme une marchandise. Très belle. Trop belle. Je les préfère un peu plus amochées. Emmenez-la avec les autres. Un pillard la saisit par le bras et la fit entrer dans le bâtiment qui devait être un ancien hôtel. Elle pouvait voir le bureau d'accueil avec derrière, sur le mur, le tableau où les clés des chambres étaient accrochées. Il la fit monter par un escalier au 2e étage. Puis, arrivé devant une porte gardée par 2 hommes, il la fit entrer en la poussant dans la pièce sans ménagement. C'était une chambre nue qui avait été vidée de tous ses meubles. Là, plusieurs femmes étaient assises à même le sol. Une vingtaine, à vue d'œil. Leurs vêtements étaient sales et abîmés. Leurs visages, tristes, résignés. Des femmes noires, en majorité. Certaines portant dans leurs bras de jeunes enfants. Et, hormis quelques reniflements et des gémissements contenus, une atmosphère pesante et silencieuse régnait. Elle en fut frappée dès qu'elle entra. L'un des 2 hommes qui gardaient la porte la poussa dans le dos. « Va t'asseoir !» lui ordonna-t-il. Elle se coula entre 2 femmes et comprit ce qui l'avait frappée en entrant. Les femmes emprisonnées ici sentaient la peur. C'était une humeur moite et rance qui émanait de chacune d'entre elles. La peur. Le garde qui l'avait poussée les scruta toutes, puis pointa du doigt une jeune femme. « Toi !» dit-il menaçant. La femme se ramassa sur elle-même comme si elle allait recevoir des coups de fouet. « Où est ton paiement ?» La jeune femme était terrorisée. Elle ne savait pas quoi dire. Quelques sons sortirent de sa bouche, sans que l'homme ne les comprenne. « Viens là ! Viens là !» Elle se leva tremblante. Une femme gémit, un enfant se mit à pleurnicher. « Vogel !» Il s'avança, agrippa par les tresses la pauvre tétanisée, et lui colla son visage au sien. Les autres femmes frémissaient de peur sans rien dire. Elles fixaient tout le sol, en ne jetant que de brefs coups d'œil vers leurs compagnes d'infortune, pour aussitôt baisser les yeux. « Où est notre paiement ?» répéta-t-il en détachant lentement chaque mot. « Bien, monsieur, » dit-elle tremblant, en s'excusant. « Bien ?» « Toi, non, mais ta famille. T'as bien une famille, On leur a fait parvenir une petite vidéo de toi.
Tu te rappelles? Mais on n'a toujours rien reçu. Si tu ne sers plus à rien, tu sais ce qui t'attend. La jeune femme tremblait de tout son être. Tu sais quoi? On va refaire une autre vidéo. Histoire qu'ils comprennent bien ce qui vous attend tout ici. Si on ne reçoit pas notre marchandise. Non, monsieur, vous en prie, le supplia-t-elle. Un autre pillard, pas celui qui gardait la porte, entra, posa une caméra sur un trépied et commença à filmer. L'homme qui tenait la femme par les tresses recommença alors à la questionner. Je recommence. Où est notre marchandise? Lui cracha-t-il dessus en appuyant chaque mot par un coup de poing dans l'épaule. Gabrielle était révoltée. Elle fit mine de se lever. Un « ça suffit, laissez-la tranquille » s'amorça dans sa gorge. Mais une main vint se plaquer sur sa bouche, tandis qu'une autre l'empêchait de bouger. La femme sur sa droite, qui la maintenait fermement, lui souffla à l'oreille. « Toi pas parler, toi pas parler. Toi y a dit, toi pas bouger, pas bouger. » L'homme jeta un regard bestial dans sa direction et revint vers sa victime. « Moi, bébé vente, je pas taper, s'il vous plaît, pas taper. » Pas taper? Pas taper où? Pas taper là? Et l'homme frappa. Cria-t-elle en pleurant et se recroquevillant de douleur. Il la gifla et se remit à frapper son ventre. Gabrielle n'en pouvait plus. Les deux femmes qui l'entouraient l'avaient ceinturée. Elle gesticulait, tentait de crier, mais la main sur sa bouche étouffait le son de sa colère. Elle regardait horrifiée et impuissante la jeune femme se faire frapper, encore et encore. Puis du sang coula le long de ses cuisses. Et elle s'effondra. Alors les hommes satisfaits sortirent avec leurs caméras. Mais celui qui avait donné les coups s'arrêta sur le seuil de la pièce et se tourna vers Gabrielle. Tu voulais la défendre, petite pute? Tu vas voir ce qu'on te réserve. Dès que la porte se fut refermée, 3 femmes se levèrent et aidèrent la pauvre, affalée dans son sang, qui pleurait toutes les larmes de son corps. Une des 2 femmes qui avait ceinturé Gabrielle s'adressa à elle. « Tu n'aurais pas dû te rebeller. Ces hommes sont mauvais. Ils vont te faire du mal. »« Mais pourquoi ils ont fait ça ?» La femme noire, qui avait peut-être 10 ans de plus qu'elle, lui expliqua alors qu'elle venait toute d'un village situé dans les pays du Sud. Là-bas, la guerre faisait encore rage. Leurs terres étaient malades. Les chèvres ne donnaient presque plus de lait. Les chemins étaient minés et, parfois, des combattants, peu importe le camp d'ailleurs qu'ils défendaient, venaient dans leur village pour enrôler les hommes de force, voler leurs maigres provisions et abuser les femmes. Il n'y avait plus aucun espoir là-bas. Elles avaient suivi des filières de passeurs qui se faisaient payer en minerais précieux pour les aider à traverser la mer. Elles avaient espéré une vie meilleure. On leur avait fait croire que les pays du Nord et de l'Est étaient en paix, et qu'une fois sur leur sol, des gens bienveillants s'occuperaient d'elles, et qu'elles ne seraient pas renvoyées dans leur pays. Mais une fois de l'autre côté, elles avaient déchanté. À peine débarquées, elles avaient été vendues à ces pillards qui les utilisaient pour réclamer encore plus de minerais précieux à leur village. Elles étaient là depuis 2 semaines. Certaines avaient déjà été vendues à d'autres groupes. Celles qui restaient travaillaient aux tâches ménagères. Et parfois, certaines d'entre elles étaient emmenées dans d'autres chambres pour assouvir les besoins de ces hommes. Et parfois elles ne revenaient pas. Les dieux les avaient abandonnées. Elle arrêta son récit et regarda Gabrielle avec compassion. « Écoute-moi, écoute Tataya. Il faut que tu sois forte. Tu es trop belle, et ça a une malédiction ici. » Elle se tut et se renferma en elle. Un silence plein de désespoir et de résignation enveloppa Tataya, comme il enveloppait chaque femme ici. Mais Gabrielle ne voulait pas être comme elle et succomber au fatalisme. Elle trouverait un moyen de s'échapper, et puis Kylian devait déjà être à sa recherche.
Mais elle se demanda alors comment elle était arrivée ici. Que s'était-il passé dans le village de la forêt? Est-ce que les autres avaient été faits prisonniers aussi? Ou sinon, savait-il qu'elle avait été enlevée? Et par qui? Savait-il seulement où elle se trouvait? Elle-même n'en avait aucune idée. Et l'angoisse la gagna. 10 minutes plus tard, l'homme qui avait frappé la pauvre fille entra de nouveau dans la pièce. Et il venait pour elle. « Toi, la nouvelle, viens ici !» ordonna-t-il à Gabrielle en la désignant du menton. Elle n'était pas résignée comme toutes les femmes ici, et une étincelle de colère brilla dans ses yeux. Elle n'était pas un animal à qui l'on donne des ordres. Elle fixa l'homme et ne bougea pas. Un sourire malsain se dessina sur les lèvres du pillard. Puis il se précipita sur elle, l'agrippa par les cheveux et la traîna comme une brute au dehors. Elle se débattait comme une tigresse en hurlant. Mais dans le couloir, d'autres paires de mains l'agrippèrent et se chargèrent de ses jambes. Elle ne touchait plus le sol. Elle fut portée jusqu'à une autre chambre où il n'y avait pour seul mobilier qu'un seul lit, en plein milieu, sur lequel ils la jetèrent. 2 hommes sortirent, et avant que la brute, qui l'avait prise par les cheveux, ne ferme la porte, il lui dit en se léchant les babines. Le chef te veut pour lui, hein? Mais il nous permet de tester la marchandise, reste tranquille. On va revenir. » Puis il ferma la porte à clé. Elle se jeta sur la porte, mais en vain. Elle savait ce qui l'attendait. Elle cogna dessus, se jeta sur elle jusqu'à se faire mal à l'épaule. Mais rien n'y faisait. Ce n'était pas possible. Elle ne réussirait pas à l'ouvrir. Elle ne pouvait tout de même pas rester là à attendre qu'il vienne la violer. Elle se retourna vers le lit. Elle y trouverait peut-être de quoi se défendre, un morceau de fer, une barre de bois. Mais alors elle entendit la porte se déverrouiller et s'ouvrir en grand. Son sang reflua en elle. La brute et 2 autres pillards entrèrent. Ils avaient les yeux pleins de vices. Elle se précipita alors vers eux, toute griffe dehors. C'était son dernier espoir. Mais ils l'empoignèrent et la jetèrent sur le lit. « Non, je vous en prie, faites pas ça !» Mais ils n'étaient plus que des zombies, contrôlés par leur entrejambe. Leur corps tout entier était l'esclave de leurs pulsions. Oh, l'homme se croit supérieur, puissant et maître du monde. Mais il n'est que le jouet et la marionnette de choses infiniment plus petites que lui. Les hormones. Oh, bien sûr. Ils pourraient très bien faire appel à leur conscience. Mais ils étaient des esclaves consentants et ne voulaient qu'une seule chose, jouir. Baiser et jouir. Ils se jetèrent sur elle, l'agrippèrent, lui déchirèrent ses vêtements tandis qu'elle hurlait. Elle continuait de se débattre. Alors l'un des hommes la frappa. Puis il lui écarta les cuisses et la força. Elle était maintenue par les 2 autres et la brute pénétra en elle. Sa tête lui tournait. Elle ne voulait pas y croire. C'était un cauchemar. Elle se mit à supplier Dieu, à implorer sa clémence. Mais tout comme pour les migrantes. Il ne répondrait pas. Il ne ferait rien. N'a-t-il jamais rien fait? Ceux qui ont eu besoin de lui, les hommes, les femmes, les enfants innocents, victimes des guerres, des bombes, de la famine, de l'injustice du monde. N'a-t-il jamais rien fait pour eux? Non. Les gens le prient, le vénèrent, l'appellent à l'aide quand ils n'ont plus rien vers qui se tourner. Et que fait-il? Rien. À croire qu'il n'existe pas finalement. Et tandis qu'il la pénétrait chacun à leur tour, elle se sentit seule et abandonnée. Il la souillait. Elle n'était qu'un bout de chair pour eux, une chose à enfourcher. Puis une fois salie, il la jetterait comme un vulgaire mouchoir. La honte, le désespoir, l'envie de mourir l'envahissait. Puis le souvenir de Sapere, dans ce rêve étrange où il avait amené à croire en elle, ressurgit. Il avait amené à remettre sa croyance en doute, pour mieux croire en elle. Oui, c'était ça. Elle ne pouvait compter que sur elle-même. Elle était forte. Elle l'avait montré à 12 ans. Elle était forte, assez forte même pour résister à ce qu'on lui faisait. Alors, elle serra les poings et tenta de résister tandis qu'il lui faisait mal. Elle saignait. Elle sentait que son intimité se déchirait, mais malgré la douleur,
Elle essayait de garder sa volonté forte. Il se répandait en elle. Elle pleurait, mais elle serrait les dents et les poings. D'autres venaient, et chacun, leur tour, il la prenait encore, et encore, sans qu'elle puisse les en empêcher. Mais elle était forte. Elle devait être forte. Il fallait qu'elle soit forte. Puis elle céda. C'en était trop. Alors, pour ne pas sombrer dans la folie, elle plongea en elle-même. Elle tenta de fuir loin, très loin de ce corps, de la torture qu'elle subissait. Elle plongea au plus profond d'elle-même. Le bruit des râles, des insultes, de leur corps butant contre le sien se mit à refluer. Loin, très loin. Puis plus aucun bruit, plus rien. Pas même la douleur. Comme si plus rien n'existait. Comme si le temps même s'était arrêté. Comme si la mort l'avait délivrée. Puis elle se sentit respirer. Elle ouvrit les yeux, et de petites lumières bleutées à la lueur ténue se mirent à s'allumer tout autour d'elle. Un léger feulement se fit entendre, comme l'ouverture de quelque chose, une vitre, une porte, ou un sas peut-être. Un courant d'air balaya son corps et son visage, et un frisson la parcourut. Que se passait-il? Où était-elle? Elle bougea ses doigts, ses pieds. Non, elle n'était pas morte. Elle l'avait cru, même espéré un moment. Ça aurait été une autre manière de fuir son calvaire, mais non. Elle sentait la vie couler en elle. Elle se redressa sur les coudes. Les petites diodes traçaient des cercles bleutés sur son corps nu. Et alors, elle distingua qu'elle était dans un sarcophage. Une lumière blanche envahit doucement tout l'espace autour d'elle. Et elle émit un hoquet de surprise. Elle était dans son corps terrien, dans la salle d'invocation, sous le monument des droits de l'homme.